Bonjour et bienvenue au salon virtuel de la périnatalité. Donc, on est au deuxième jour de ce salon. Merci de nous rejoindre. Et on accueille du coup Emmanuel Mallard sur le thème des écrans et des addictions, qui est un vaste sujet qui nous intéresse tous fortement, évidemment, et des enfants en bas âge. Donc, Emmanuel, tu es coach parental positive spécialisé dans l'accompagnement des parents d'enfants atypiques. Mais pas que, hein, je vais te laisser te présenter un peu plus parce que tu as aussi un parcours assez atypique, c'est qu'à de le dire. Donc, je vais te laisser la main là, sur le salon. Juste en précision, donc on vous demande juste de couper votre micro, mais vous pouvez mettre vos caméras si vous le souhaitez ou pas, sans obligation. Et n'hésitez pas à faire des commentaires et à poser vos questions dans le chat, même pendant toute la conférence d'Emmanuel. Moi, je me permettrai de relayer vos questions et vos commentaires pendant sa présentation. Donc n'hésitez pas, au contraire, on est là pour échanger ensemble pendant ce live. Vous aurez accès aussi donc au site et aux réseaux sociaux d'Emmanuel que je mettrai dans le chat à la fin. Et également, ces informations seront accessibles lors du replay qu'on va mettre à disposition également. C'est à toi, Emmanuel. Oui, bon, ben, bonjour à toutes. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes, donc on va dire plutôt bonjour à toutes. Donc moi, je suis donc Emmanuel Mallard. Je suis coach, formatrice et conférencière en parentalité. Et je suis, comme l'a dit Marie-Laure, un peu plus spécialisée dans l'accompagnement des parents d'enfants atypiques. Donc ça veut dire soit qui ont un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ou un haut potentiel, un HP. J'accompagne uniquement les parents avec la méthode Calmer Parenting et la méthode Barclay, le PHP Barclay pour ceux qui ont un TDAH, avec un objectif simple, hein, c'est reprendre en main la vie de famille en posant un cadre et des règles. Donc, pour faire court, j'accompagne les parents à mettre en place ce cadre et des règles qui est nécessaire à un quotidien plutôt serein. Et comme beaucoup de coachs, hein, on ne devient pas coach par hasard. Donc moi, je suis maman de 5 enfants qui ont 24, 22, 20, 19 et 16 ans, 3 filles et 2 garçons, et qui présentent du HP, du haut potentiel, hein, pour tous. Et 2 de mes enfants, l'aîné de mes filles et de mes garçons, ont un TDAH avéré. L'aîné de mes filles a fait aussi également une phobie scolaire de 4 ans, et c'est pour ça que je suis devenue coach il y a plusieurs années. Parce qu'en tant que parent, quand on a une problématique avec nos enfants, alors nos enfants sont pris en charge, mais nous, en tant que parents, on est souvent laissés de côté. Et moi, mon but est vraiment d'accompagner les parents. Et cette thématique des écrans, c'est vraiment quelque chose qui est, ah bah c'est dans l'air du temps, hein. J'écoutais la radio encore ce midi, on a parlé que de ça à la radio entre le dernière étude qui est sortie, dernière réflexion qui a été menée par des professionnels qui recommandent pas de portable avant 11 ans, pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Et là, j'écoutais à la radio ce midi qui nous parlait également de cette thématique de pas de portable au lycée. Donc c'est vraiment la thématique du moment. Elle est d'autant plus importante que moi, avec toutes les familles que j'accompagne, je pense que je n'ai pas fait un seul coaching parce que c'est des parents d'enfants qui ont entre 2 et 18 ans, 18-20 ans. Je crois que je n'ai pas fait un seul coaching où on n'a pas parlé écran. On n'a pas parlé utilisation des écrans. Donc là, ça va vraiment être cette thématique d'aujourd'hui qui va être assez intéressante. Donc je vais la diviser en 4 points. Premier point, un peu de chiffres, hein, un peu de psychoéducation autour des écrans, parce que c'est important de comprendre pourquoi c'est une problématique et comment ça fonctionne. Deuxième point, on va avoir cette partie qui est autour de l'état des lieux. Parce que là encore, il va falloir voir la cohérence de ce que l'on souhaite mettre en place par rapport à notre façon de vivre. On va pas aller demander de passer à un enfant qui utilise des jeux vidéo sans aucune contrainte à 0 jeu vidéo du jour au lendemain, parce que là, vous êtes sûr que ça va être la crise à la maison. Il faut que ce soit cohérent. Vous ne pourrez pas non plus demander à vos enfants de laisser, à vos ados de laisser un portable sur la table ou quelque part si vous passez votre vie à consulter votre portable. Donc on va voir qu'il va falloir un petit peu de cohérence là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, c'est la réflexion de ce que vous voulez au quotidien et comment justement vous allez pouvoir réfléchir à des règles concrètes que vous allez pouvoir mettre en place, mais en lien aussi avec l'autre parent. C'est ce qu'on appelle dans le coaching le front uni. Le front uni, c'est le couple parental si vous êtes en couple. Ça peut être l'autre parent biologique ou non. En tout cas, ce sont les adultes qui vivent sous le même toit et qui élèvent l'enfant ensemble. Là, il va vraiment falloir être d'accord sur ce que vous voulez mettre ensemble. Donc, on va revenir un peu là-dessus. Et puis, on verra pour terminer comment mettre en place justement ce cadre et des règles
que vous avez choisi d'instaurer pour retrouver, on va dire, un quotidien un petit peu plus serein. Voilà un petit peu le programme de ce temps qu'on va passer ensemble. Première chose, alors quelques chiffres, juste pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'il y a en ce moment. Donc c'est un sondage Ipsos qui a été fait en 2022. On va parler de tous les âges. On va voir les enfants de 1 à 6 ans passent en moyenne 16 heures par semaine sur les écrans. Un enfant de 7 à 12 ans, 24 heures. Un enfant de 13 à 18 ans, 36 heures. C'est vraiment une moyenne, hein. C'est juste pour vous donner un aperçu. De la même façon, on va parler possession d'un smartphone. Quelques chiffres. Et quelques chiffres qui vont être assez étonnants pour certains, hein. 99% des jeunes de 13 à 18 ans possèdent un smartphone. Ça, c'est pas très étonnant. 79% des 12-13 ans. 60% des 10-11 ans. Et c'est là où ça va devenir un petit peu plus intriguant et surprenant. C'est un tiers des 8-9 ans possèdent un portable et un enfant sur 5 de 6-7 ans possède un smartphone. Je ne parle pas d'un portable, mais d'un smartphone. Vous vous rendez compte? 1 sur 5 à l'âge de 6 ans. Et c'est là où ça peut commencer à nous faire réfléchir sur justement l'utilisation de ces écrans. Autre chiffre, 2 tiers des internautes de plus de 18 ans s'estiment dépendants du portable. Là encore, je vous encourage à avoir juste une petite réflexion sur votre propre utilisation des portables, simplement pour essayer de cerner un peu cette problématique. Et puis, si on va également un petit peu plus loin sur les répercussions que les écrans, un abus d'écran peut avoir sur le physique et le psychisme des enfants, on va se rendre compte, par exemple, au niveau physique, que 95% des ados à Hong Kong, Taïwan et Singapour sont myopes. Ça remonte, c'est des chiffres d'il y a 2 ans. Donc, on peut très bien imaginer que maintenant, voilà, en 2024, on est peut-être arrivé à 100%. Donc, il y a un vrai impact physique sur le développement des enfants. Et l'OMS a remarqué aussi qu'en presque 20 ans, les adolescents ont perdu un quart de leur capacité physique. C'est-à-dire leur score ont diminué d'un quart. Ça, c'est une chose. Un Français sur 2 mange devant les écrans au dîner. Depuis 15 ans, les enfants de 5-6 ans ont perdu 20 minutes de sommeil. Et puis, on va pouvoir dire aussi, dernier chiffre, que 65% des parents utilisent leur portable pour calmer leurs enfants dans des lieux publics. Ça, c'est vraiment des petits chiffres qu'il faut avoir en tête pour voir à quel point le portable et les écrans ont pris de la place dans notre quotidien. Ça, c'est un constat. Et c'est le constat qu'on peut faire maintenant. Maintenant, si on prend un petit peu de recul sur les écrans et l'addiction, on ne va pas parler, en fait, on a résumé en mettant écran et addiction, mais cette addiction, elle est beaucoup plus sur une addiction au contenu qu'à l'écran lui-même. Et c'est là où il va falloir faire attention. C'est sur ça qu'on va pouvoir travailler en tant que parent. Il y a une phrase que j'aime bien, qui est pour plonger dans les écrans et surfer sur Internet, votre enfant a besoin de vous. On ne peut pas laisser un enfant tout seul devant son smartphone. C'est-à-dire que obligatoirement, laisser un enfant sans éducation à l'utilisation des smartphones ou des réseaux sociaux, c'est comme si vous mettiez une arme dans les mains de cet enfant. Moi, j'accompagne des familles. Alors moi, je travaille en visio, hein, donc je suis dans toute la France et voire en Europe aussi avec des francophones. J'accompagne des familles dont leurs enfants ont été convoqués au commissariat pour harcèlement. C'est-à-dire pour commentaires, pour ayant mis sur les réseaux sociaux des commentaires qui étaient plutôt peut-être injurieux, voilà, racistes, homophobes et tout ce qui va avec. Là, le point commun que j'ai remarqué, c'est qu'à aucun moment, on avait expliqué à ces enfants ce qu'ils avaient le droit ou non de mettre sur les écrans. Ça, c'est la première chose. Une éducation aux écrans, elle est absolument essentielle. N'oubliez pas que le jour où vous allez permettre à vos enfants d'accéder aux réseaux sociaux, il va vraiment falloir leur donner aussi un mode d'emploi, justement, de l'utilisation de ces réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle d'addiction, on va plutôt se rendre compte que ce sont des addictions à un contenu. Un réseau social qui est le plus addictif et qui a été créé justement pour avoir cette addiction, c'est TikTok, par exemple. Quand vous avez vos ados, vos enfants qui vont utiliser TikTok, il va y avoir en fait un effet addictif qui va se mettre en place très rapidement. Pourquoi? Puisque l'algorithme de TikTok va aller chercher en fait des vidéos qui vont correspondre à ce que vous aviez regardé. Donc d'une certaine façon, ça peut même fausser
tout simplement votre vision de la société actuelle ou la vision des choses. Donc, sur des cerveaux qui sont en construction, ça peut être très problématique. D'accord? C'est là où il va falloir vraiment faire attention à ça. Ça, ce sont vraiment les dangers. Donc, on va parler d'addiction au contenu et pas d'addiction, en fait, au smartphone en lui-même. Alors, à moins, bien sûr, que là, il y a eu un effet doudou qui a été positionné dès le départ. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez avoir une utilisation des écrans qui va être une utilisation créative, donc active, et une utilisation qui va être récréative, donc c'est-à-dire pour se changer l'esprit. Et il va falloir faire la différence. C'est-à-dire que là, par exemple, quand vous donnez un temps d'écran à votre enfant, faites bien la différence entre ce temps qu'il va utiliser peut-être pour ses besoins scolaires et le temps qu'il va passer peut-être à aller jouer à des jeux vidéo ou aller regarder des vidéos YouTube. Là encore, il va falloir différencier les deux et c'est ça qui va faire partie aussi de votre état des lieux que vous allez faire sur l'utilisation justement de ces écrans. Donc ça, c'est vraiment ce distinguo que je voulais faire entre cette addiction au portable et addiction au contenu. Le portable, de toute façon, les écrans, vous ne pourrez pas vous en passer. Et vous ne pourrez pas non plus l'enlever dans le quotidien de vos enfants. C'est comme si vous demandiez, en fait, à la génération de nos grands-parents de manger à la bougie plutôt que de mettre l'électricité le soir, quoi. C'est exactement pareil. Ils sont nés avec. Pour eux, ça fait partie du quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante justement de leur routine de vie, de leur façon de fonctionner. Ils n'ont plus de réveil, ils n'ont plus d'iPod, ils n'ont plus tout ça, parce que tout est dans le portable. Nous-mêmes, en tant que professionnels, on utilise notre portable à longueur de temps. Donc ça, c'est vraiment cette prise de conscience qu'il faut avoir là-dessus. Maintenant, par contre, votre action à vous en tant que parent, c'est la régulation justement de l'utilisation de ce portable et le droit de regard que vous avez sur l'utilisation et sur le contenu que votre enfant va visionner. D'accord? Ça, c'est quand on parle des portables. Et c'est la même chose aussi par rapport à la télé, par rapport à YouTube ou les dessins animés que vous pouvez mettre sur des tablettes. Il y a une statistique qui a été donnée, un enfant qui regarde, qui a la télé allumée en arrière-plan toute la journée dans la maison, il entendra 1340 mots en moins par semaine par rapport à un enfant qui n'a pas la télé en arrière-plan. Pourquoi? Puisque, alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, il entend plein de mots à longueur de temps. Mais oui, mais comme il n'est pas dans l'interaction, il ne les retient pas. Alors que quand votre enfant est dans l'interaction, que ce soit avec vous ou que ce soit avec l'assistante maternelle, là, on va rentrer dans un échange et ce qui va permettre, en fait, à l'enfant d'enrichir son vocabulaire. Un autre exemple très court là-dessus et après on va passer à l'état des lieux. Moi, j'ai accompagné une famille, une maman solo avec une petite fille de 3 ans, entre 3 et 4 ans, 3 ans et demi, je crois. C'est la maîtresse qui avait conseillé d'aller voir quelqu'un sur l'utilisation des écrans. Elle était devenue ce qu'on appelle une enfant écran. C'est-à-dire qu'elle ne faisait plus la différence. Par exemple, vous voyez sur sa feuille, eh ben, elle essayait d'agrandir les lettres avec ses doigts. Elle ne faisait pas la différence entre les différentes dimensions qui existent. Elle pouvait réciter l'alphabet, mais entre chaque lettre de l'alphabet, elle faisait le petit bruit du jeu vidéo. Elle pouvait dire des mots en anglais, c'est aucun problème, mais elle pouvait les réciter dans l'ordre qu'elle l'avait entendu. Et malheureusement, à l'inverse, c'était une petite fille qui était incapable de communiquer avec les autres et qui commençait à avoir des signes qu'on pouvait reconnaître chez les enfants autistiques. Donc c'était vraiment cette idée, et la maman pensait vraiment bien faire, c'est ça le pire, c'est qu'elle pensait vraiment aider son enfant par justement des jeux éducatifs à développer son vocabulaire, à développer en fait ses compétences cognitives tout simplement. Et donc là, on a fait un petit travail là-dessus et c'est revenu, voilà, il n'y a eu aucun souci, la gamine est revenue exactement comme il fallait et a réussi à apprendre à communiquer avec les autres. Donc attention aussi des iPads d'utilisation pour les tout petits. D'accord? Dernière chose que je vais dire sur cette première partie, c'est juste pour avoir en tête, si vous voulez vraiment avoir quelque chose en tête qui parle, qui soit très facile à retenir, c'est les 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron. Serge Tisseron, c'est un pédopsychiatre qui a travaillé vraiment sur les écrans et qui vous propose ces 4 chiffres qui sont très faciles à retenir et qui vont vous permettre justement de savoir à peu près vous situer. 3, 6, 9, 12, c'est 3, pas d'écran avant 3 ans. 6, pas de jeux vidéo avant 6 ans. 9, pas d'internet avant 9 ans. Et 12,
pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, vous vous rendez compte, on est rendu à 15 ans. Ça, j'allais vous dire, c'est la théorie et c'est ce qu'il faut avoir en tête. Attention à la pratique. On est dans une société où en tant que parents, on a des injonctions qui arrivent de partout, des injonctions sociétales qui arrivent de partout pour être la mère parfaite. Je pense que vous avez dû parler tout au long de ce salon du postpartum, l'après-accouchement, de toute la nouvelle maman. Et quand vous regardez un petit peu, et un peu du burn-out parental, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, il y a tellement d'injonctions. Vous devez avoir retrouvé votre corps parfait au bout de 15 jours. Vous devez cuisiner maison avec 5 fruits et légumes. Vous devez avoir une maison rangée, vous devez être heureuse, vous devez avoir une super vie. Il y a le syndrome du Wonder Parent là que vous avez dû avoir. Vous devez travailler en même temps qu'élever vos enfants. En fait, il faudrait être superwoman. C'est pas possible. Alors les écrans, c'est la même chose. Les écrans, il y a la théorie et il y a la pratique. Donc, il y a des choses qu'il faut avoir en tête qui vont être très importantes quand on parle de contenu, avoir un regard sur le contenu. Mais également, il y a des moments où vous allez pouvoir lâcher prise. Parce qu'on peut pas être non plus, je veux dire, parfaite tout le temps. Donner un écran, votre téléphone portable systématiquement à votre enfant quand vous êtes au restaurant ou quand vous êtes une salle d'attente, non. Il y a d'autres façons pour occuper l'enfant, ça c'est certain. Le donner de façon exceptionnelle de temps en temps parce que, vous êtes fatigué et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de jouer avec votre enfant, vous avez pas oublié d'amener des cahiers de coloriage ou des livres ou ce que vous voulez, et il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Donc, on prend du recul avec tout ça. On ne se met pas une pression. On a assez de pression, honnêtement. On ne s'en met pas de pression supplémentaire. Si le week-end, normalement, bah oui, votre petit, il a peut-être moins de 3 ans, donc normalement, c'est pas d'écran, mais il a des grands frères, des grandes sœurs qui ont envie de regarder un dessin animé à la télé. Bah oui, il va regarder les dessins animés. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça, c'était vraiment un message que je voulais vous faire passer aussi. Ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à simplement mettre en place tout ce qui est demandé de cette pression sociétale. Voilà ça pour la première partie. Je ne sais pas, Marie-Laure, si tu as des questions ou j'enchaîne sur la deuxième. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à faire part à Emmanuel? N'hésitez pas dans le chat avant d'attaquer la deuxième partie. Ouais. La deuxième, okay. Bah, écoute, je vais y aller, et puis tu me diras si c'est bon. Ouais. Deuxième partie, là, on va vraiment parler de l'état des lieux. C'est-à-dire que pour commencer, avant de vouloir mettre quelque chose en place, il faut faire un état des lieux de ce que vous avez chez vous à l'instant T. Alors là, je vais vous donner quelques petites questions. Comme vous avez le replay, ça pourrait être intéressant de retourner un petit peu plus tard, justement, pour pouvoir réécouter et prendre une feuille et un papier, ou si vous en avez une sous la main, faites-le tout de suite, mais pour essayer justement de pouvoir réfléchir à tout ça. Première question, quel type d'écran y a-t-il chez vous ? Est-ce que c'est des smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles, télé, jeux vidéo? Qu'est-ce que vous avez à la maison? Faites un inventaire. Ça, vous allez en prendre conscience. Deuxième question, combien d'écrans possède votre famille? D'accord? En moyenne, on va dire qu'il y a 6 écrans par foyer. Honnêtement, je vais vous dire 6 écrans par foyer, c'est pas beaucoup. Si vous avez 2, 3 enfants qui vont grandir, des adolescents, vous allez voir que très vite, vous allez arriver à au-dessus de ça. Si on compte l'ordinateur, la télé, la PlayStation, le portable et tout ce qui va avec, vous allez voir, c'est assez conséquent. Mais écrivez-le vraiment pour en prendre conscience. Troisième question, et celle-là, elle est importante. À quelle fréquence un écran est-il allumé en arrière-plan sans que personne ne le regarde? C'est-à-dire, laissez-vous votre télé allumée sans qu'il y ait personne devant. Ou alors, allumez-vous votre télé simplement pour un programme et vous l'éteignez dans la foulée. Prenez conscience de ça. Là, ça peut faire la différence aussi. Est-ce que la télé et les téléphones sont éteints au moment des repas? Intéressant. 1 Français sur 2 mange devant la télé. 1 Français sur 2 mange devant la télé. Ça, c'est vraiment intéressant d'en prendre conscience. Pourquoi? Puisque si vous parlez un petit peu plus tard de troubles alimentaires ou de problèmes d'alimentation, moi ça aussi je l'ai eu en coaching, des enfants petits qui ne pouvaient manger que devant un écran et dès qu'on les mettait devant un écran, ils réclamaient de la nourriture. Donc c'est un conditionnement qui va se mettre en place. Alors vous imaginez à l'âge adulte ce que ça peut donner. Comme déjà nous, on passe beaucoup de temps sur les écrans, donc on va avoir ce réflexe en fait de se nourrir à chaque fois qu'on va être devant un écran. Donc on va oublier cette sensation de faim. On sera simplement
on va remplir, hein, encore une fois, parce qu'on sera devant un écran. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous mangez devant la télé ou pas? Et si vous mangez devant la télé, est-ce que la télé sert de support à une conversation? Ce qui peut arriver. Et dans certaines familles, pour renouer le dialogue, ça peut parfois être bénéfique. Ou alors, est-ce que cet écran, en fait, on demande aux enfants de se taire pour pouvoir regarder ce qui se dit à la télé? Là, on est dans une autre dynamique encore. Donc, prenez juste conscience de ça, réfléchissez à ça. Réfléchissez aussi, c'est la 5e question, à que regardez-vous avec votre enfant? Quel programme vous regardez avec votre enfant? Est-ce que ce sont des, ça c'est la 5e, donc essayez de lister un peu près ce que vous regardez à votre enfant. 6e question, encouragez-vous la conversation avec votre enfant lorsque vous utilisez les écrans? Là aussi, on va voir à quel point c'est important de dissocier aussi les choses. Il y a certains parents qui disent: «Oui, mais nous, on garde la tablette à table parce que quand quelqu'un pose une question, on a la réponse aussitôt». OK, très bien. Mais moi, où est le problème de dire: «Écoute, on finit de manger et on ira chercher la réponse à cette question aussitôt le repas fini». Tout simplement pour essayer d'avoir chaque chose en son temps. Cette question, enfin cette impression que tout est assez accessible quand on veut tout de suite, en fait, n'apprend plus à l'enfant à attendre. On n'apprend plus à l'enfant à attendre. Et là, encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à l'enfant. Il y a 2 choses, alors là, je fais un petit écart, hein, mais il y a 2 choses qu'on n'apprend plus à l'enfant. On n'apprend plus la frustration et on n'apprend plus l'attente aussi. Ça, il va falloir travailler aussi avec l'enfant là-dessus. C'est super important. Si vous voulez diminuer les colères, apprenez-lui à être frustré, hein, ça, c'est une évidence. Mais ça, c'était un petit aparté, c'était pas au niveau, des écrans. Donc, encouragez-vous la conversation. 7e question, regardez-vous des émissions commerciales ou des émissions pour adultes avec votre enfant? Est-il présent quand vous regardez ces émissions-là? Là encore, une fois, on va parler de contenu. Là, c'est là où c'est important de vraiment prendre conscience de ce qu'on fait regarder à son enfant. Votre enfant utilise-t-il des écrans pendant que vous faites des tâches ménagères ou lorsque vous voulez qu'il reste calme dans un lieu public? Ça, c'est la 8. Est-ce que les écrans sont un doudou pour votre enfant ou une nounou? C'est-à-dire, est-ce que vous vous servez systématiquement, j'ai bien dit systématiquement, des écrans pour être au calme et pouvoir gérer ce que vous avez à faire, tout simplement. Ça, on ne parle pas de la fois où c'est exceptionnel, hein. Comme je le disais en début de conférence, où vous êtes débordé, vous êtes fatigué, il va falloir essayer de les faire tranquilles. Là, ça peut être une autre utilisation. D'accord? Donc, réfléchissez aussi à ça. Y a-t-il des activités passées devant un écran dans le milieu de garde de votre enfant? Ça, c'est la 9e. Si vous faites garder votre enfant avec une assistante maternelle, renseignez-vous. Est-ce que la télé, elle est allumée tout le temps ou pas? Moi, j'ai eu justement des coachings où la nounou, hein, allumait systématiquement sa télé. Donc ça encore, renseignez-vous. C'est important de le savoir. Et la 10e question, réfléchissez à ce que vous avez déjà mis en place comme règles au sein de votre foyer. Quelles sont les règles? Ça, c'est la première chose. Posez-vous ces questions. Quelles sont les règles que vous avez déjà mis en place? Avez-vous réfléchi à quel âge votre enfant aura accès aux jeux vidéo, aux smartphones, aux réseaux sociaux? C'est très important de réfléchir en amont, surtout si vous avez plusieurs enfants. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai 5 enfants. J'ai eu mes 4 premiers enfants en 5 ans. Le petit dernier est arrivé après, donc ils ont maintenant entre 16 et 24 ans. Chez nous, c'est 13 ans pour avoir un portable. 13 ans veut dire la 5e, être en 5e au collège. Alors, autant pour ma fille aînée, ça a été assez facile à mettre en place puisque, elle a 24 ans maintenant, c'était moins, on va dire, ritualisé ce portable à l'entrée en 6e. Par contre, que je peux vous assurer que mon petit dernier, quand il est rentré en 6e, il y avait seulement 2 enfants qui n'avaient pas de portable dans la classe en 6e. Et en 5e, il était le seul à ne pas avoir de portable. Il l'a eu que parce qu'il a pas de chance, en plus, il est du mois d'avril, hein. Mais il l'a eu en avril parce que, c'était pas avant. Et il a fallu tout ce temps-là, il est resté son portable. Et honnêtement, je n'ai pas eu de crise, je n'ai pas eu alors des moments de frustration, oui, il en a eu, hein, il me l'a exprimé, mais c'est une règle familiale. Et ça faisait partie de nos règles familiales qui étaient non négociables. Là, encore une fois, donc ça, c'est un autre sujet, mais quand on met en place un cadre des règles, on réfléchit à ce qui est négociable ou non négociable. Ça, le portable à 13 ans faisait partie justement de nos rituels familiaux qu'on avait mis en place, comme comment on allait fêter les 10 ans, comment on fêtait le bac, comment on fêtait, moi je ne sais pas, les 18 ans, enfin plein de rituels qu'on mettait en place
Et une fois que c'était acquis pour le premier, en fait, comme on ne dérogeait pas pour les autres d'après, ben vous aviez beaucoup moins de conflits, puisque l'enfant savait en amont ce qui allait lui arriver. C'est-à-dire que c'était pas, ben on va voir si tu as des bonnes notes ou pas. Ça, si vous dites ça à votre enfant, il y a trop de flou. Ça ne marchera jamais. Vous êtes sûr qu'il va vous casser les pieds, mais tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire quoi, avoir des bonnes notes? Est-ce que pour vous, c'est un 12, pour d'autres, c'est un 16, pour d'autres, c'est un 18, pour d'autres, c'est la moyenne? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup trop flou et on va voir à quel point les règles, elles doivent être vraiment très précises. Donc, quand je parle de faire un état des lieux, ce qui est important, c'est que cet état des lieux soit fait dans sa globalité, mais également sur ce que vous souhaitez mettre en place. OK? Donc ça, c'est ma petite partie, deuxième partie sur l'état des lieux. Je ne sais pas s'il y a des questions. Manu, j'ai une petite question. Qu'entendez-vous par émission commerciale? Alors, émission commerciale, ça va déjà être toutes les pubs que vous pouvez y avoir, mais c'est aussi tout ce qui va être avec du placement de produits, de la télé-réalité, qui va être en fait euh, où vous restez complètement inactif devant quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, la télé-réalité, c'est exactement ça. C'est du commercial. C'est fait purement, ils veulent avoir du monde pour se faire de l'argent, tout simplement parce que vous allez regarder et ça va produire de plus en plus de personnes qui vont regarder, donc on fait du commercial, tout simplement. Il n'y a aucun intérêt, on va dire, éducatif derrière ou même récréatif, tout simplement. C'est ça les émissions commerciales. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'état des lieux? Est-ce que c'est assez clair? Je ne sais pas si c'est assez clair de la façon dont les pistes que j'ai données justement pour pouvoir faire votre propre état des lieux chez vous. Oui? Bon, on va passer alors à la troisième partie. Troisième partie, et celle-là, ça va vraiment être la plus importante, c'est réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place avec les écrans? D'accord? Pour moi, il y a 3 maîtres mots dans la parentalité que je donne à chaque conférence ou que je donne aussi dans mes coachings. 3 maîtres mots pour moi qui sont essentiels. Le premier, c'est la constance. C'est-à-dire que quand on décide de quelque chose, quand on décide de mettre en place une règle, on est constant, surtout au départ. Ça va pas être différent en fonction de notre humeur, en fonction de la personne, si c'est papa, si c'est maman, en fonction de l'enfant, peu importe. Il faut qu'il y ait une vraie constance. Alors après, je parlais d'exceptions, mais les exceptions vont arriver après. Tant que la règle n'est pas bien intégrée pour l'enfant, il n'y aura pas d'exception. On va vraiment parler de constance. Donc, si la règle que vous voulez mettre en place, c'est pas d'écran les soirs où il y a école le lendemain, c'est tous les soirs où il y a école le lendemain qu'il n'y a pas d'écran. C'est pas en fonction de papa, c'est pas en fonction de maman, c'est pas en fonction de la babysitter ou de la. Bon, la grand-mère, si c'est là chez la grand-mère, c'est différent parce que c'est pas sur votre lieu de vie. Hein. Mais en tout cas, à la maison, pas d'écran, par exemple, s'il y a école le lendemain. Donc ça, c'est la constance. La deuxième chose, c'est la cohérence. Soyez cohérent avec ce que vous voulez mettre en place. Si vous ne voulez pas que vos enfants mangent à table avec un portable ou mangent devant la télé, ne gardez pas votre portable à table. C'est une évidence. Moi, c'est un peu la problématique que j'ai eue dans certaines familles où ils ne voulaient plus que les enfants, que les ados aient leur casque et le portable à table, mais par contre, eux souhaitaient le garder. Ah non, c'est pas possible. Il faut que ce soit cohérent. De la même façon, vous n'allez pas donner le même temps d'écran à un enfant de 12 ans comme à un enfant de 6 ans. C'est complètement différent. Vous n'allez pas lui permettre en fait de regarder le même contenu qu'on ait 6 ou 12 ans. Deuxième mot, cohérence. Troisième mot, la persévérance. Un enfant, vous n'allez pas l'éduquer avec un claquement de doigts. Allez hop, là ce soir j'ai décidé, demain, plus de jeux vidéo pour tout le monde. Voilà, on claque des doigts, ça y est, c'est bon. Non, ça ne marchera pas. Eh ben oui, parce que pourquoi? Parce que l'obéissance, elle n'est pas innée. L'obéissance, elle se travaille. Et l'obéissance, le respect du cadre et des règles se met en place que si déjà vous avez créé un environnement qui va être propice justement à l'instauration du cadre et des règles. Ça, je vais en revenir un petit peu après. Donc, réfléchir à ce que vous souhaitez. La chose qu'on va dire aussi qui va être essentielle, c'est le front uni. Qu'est-ce que le front uni? C'est le couple parental. Le couple parental, c'est simple, c'est les deux adultes présents dans la maison. C'est le père, c'est la mère. Si on parle de parents, de familles séparées, il peut y avoir des règles distinctes dans les deux maisons. C'est mieux, bien sûr, si c'est les mêmes, mais si ce n'est pas possible, il peut y avoir des règles distinctes et ça peut très bien être entendu et complètement intégré par l'enfant. Là, il n'y a pas de problème là-dessus.
Donc la plus grosse difficulté va être de se mettre d'accord avec l'autre parent sur ce que vous souhaitez au quotidien. Pourquoi c'est difficile? Je suis sûre que vous vous êtes rendu compte chez vous qu'il y avait une problématique là-dessus. Pourquoi? Parce que chaque parent vient d'un univers différent. On a tous été élevés différemment. Moi, par exemple, avec le père de mes enfants, moi, j'ai été élevée par des 68 ards, par des parents baba cool, mais vraiment baba cool, hein. Et leur papa, lui, a été élevé à l'ancienne avec l'autorité patriarcale au martinet. Donc, je peux vous assurer que quand on a voulu mettre en place des règles, ça a été assez un peu conflictuel. Moi, qui n'ai jamais reçu une fessée de ma vie, et par rapport à lui, qui était élevé d'une façon différente. Donc, cette idée, en fait, d'éducation que l'on a reçue est, la plupart du temps, la seule chose à laquelle on se raccroche, puisqu'on n'a connu que ça. Donc, on a tendance à faire la même chose. Là, il va falloir faire un travail sur soi-même. Alors, je laisse de côté les cas extrêmes où vraiment, là, le parent a dit, mais jamais je ferai vivre ça à mon enfant. Mais là, je parle vraiment dans la majorité. Donc, il va falloir discuter avec l'autre parent pour trouver un compromis. Un exemple bien précis que j'ai eu en coaching, une maman qui mettait la télé tous les matins pour ses enfants pour avoir le temps de se préparer. Elle les préparait d'abord, elle les faisait manger, tout ça, petit déjeuner, les habillait, elle les mettait devant la télé, comme ça, elle avait le temps elle-même d'aller se préparer. Le papa était pas d'accord. Lui, il voulait 0 écran le matin. Mais en même temps, il s'en occupait pas. C'est-à-dire que lui ne s'occupait que de lui le matin, il n'aidait pas en fait à s'occuper des enfants. Et ben là, le compromis a été trouvé. Ok, je suis d'accord qu'il n'y ait pas de télé, mais dans ce cas-là, tu t'occupes des enfants pendant que moi, je me prépare. Donc, il a fallu trouver un cadre et des règles. Donc, la maman s'occupait des enfants en amont, les faisait manger, les habillait, tout ça. Pendant ce temps-là, le papa se préparait. Et après, le papa s'occupait des enfants pour jouer à un jeu, peu importe, pendant que la maman se préparait. On était arrivé à un compromis. D'accord? Mais ça veut dire que les 2 doivent avancer dans la même direction. Pourquoi c'est si important? Parce que vous, comme moi, vous connaissez les enfants. Si papa dit oui, on va demander à maman, on va peut-être dire, enfin non, c'est plutôt si papa dit non, on va aller demander à maman, on va peut-être dire oui, hein. Et ça, on va pas leur reprocher. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit aux miens, hein. Je dis: «Hey, bien joué, tu as essayé, ça n'a pas marché». Et on va jamais leur reprocher ça, c'est plutôt signe d'intelligence, hein. Je veux dire, ils sont filous et tant mieux, tant mieux. On n'a pas fait des robots et ça, c'est génial. Mais première chose, on est cohérent. Donc, on est cohérent, on coupe sur les règles qu'on met en place. Ces règles, comme je l'ai dit, elles doivent être cohérentes avec l'âge des enfants, elles doivent être OK dans la constance, ça c'est une chose. Et il y a des règles qui sont non négociables et d'autres qui peuvent être négociées avec les enfants où on va pouvoir inclure l'enfant dans la mise en place de ces règles. Ça va être sur le temps dédié aux écrans, imaginons le week-end. J'ai une famille qui a décidé avec des enfants de 7-8 ans qu'ils ont le droit à 2 heures d'écran le samedi et 2 heures le dimanche pour jouer aux jeux vidéo ou regarder des dessins animés. Là, on va pouvoir intégrer l'enfant à la prise de décision en lui proposant un choix limité. En disant par exemple, allez Thomas, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir tes 2 heures dans la foulée ou est-ce que tu préfères faire 1 heure le matin ou 1 heure l'après-midi? Ça peut être une façon de faire. De cette façon-là, en utilisant le choix limité, et ça, c'est une petite astuce que je vous donne au passage pour l'éducation de vos enfants, utilisez les choix limités tout le temps. Ça diminue énormément la frustration. En utilisant le choix limité, vous permettez à l'enfant d'être acteur de ses choix, donc vous allez diminuer la frustration. Et vous allez combler un des 4 objectifs Mirage, hein, c'est ce qu'on voit en discipline positive, qui est je veux prendre le pouvoir. C'est le deuxième qui veut dire je veux prendre le pouvoir. Vous allez en fait lui permettre d'avoir l'impression d'être décisionnaire de ce qu'il va faire dans sa vie. Donc ce choix limité, réfléchissez à ça, de l'intégrer d'une certaine façon dans la mise en place des règles autour des écrans. Ça va être la deuxième chose. Troisième chose, on prépare l'environnement systématiquement. C'est-à-dire que si c'est certain, si vous laissez votre tablette allumée partout à longueur de temps et vous ne mettez pas le nez dedans, vous ne pouvez pas reprocher à votre enfant hein, d'aller essayer de regarder la télé, il essaye, c'est pas très grave. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus lui demander de ne pas regarder la télé si la télé elle est systématiquement allumée. De la même façon, si vous avez des petits et des plus grands, vous pouvez très bien décider de ce temps d'écran qui va peut-être être pendant la sieste du plus petit pour pas que lui assiste, par exemple, aux jeux du plus grand ou à des émissions où le plus grand ne peut pas avoir accès. C'est-à-dire que là, vous allez trouver une façon de préparer cet environnement. Si vous avez des enfants plus grands et que vous avez un ordinateur, ne mettez pas l'ordinateur dans la chambre. Ne mettez pas de télé dans les chambres. Pourquoi? Parce que là, vous allez
inciter d'une certaine façon l'enfant à regarder. Vous avez un ordinateur, mettez un ordinateur dans la pièce de vie, même si peut-être c'est des jeux vidéo ou ça avec un casque, peu importe, mais vous entendrez, vous allez voir ce que l'enfant fait et vous entendrez peut-être quelques mots, quelques brides de conversation qui vont vous rassurer sur la tonalité ou sur la personne avec qui ils sont en train de communiquer. Donc l'idée, c'est ça, préparer l'environnement. On peut même imaginer, moi c'est ce que j'avais fait pour mes garçons, hein, parce que là c'est pareil, quand on va parler de cadre et des règles, chaque enfant est différent. Vous avez des enfants, vous n'aurez jamais besoin de mettre en place un cadre et des règles au niveau des écrans et qui arriveront à se gérer par eux-mêmes. Et il y en a d'autres où ça va être très, très difficile. Par exemple, si vous avez un enfant qui a un TDAH, hein, qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ce sont des enfants qui sont prédisposés aux addictions, quelles qu'elles soient. Que ce soit les écrans, la vitesse, la cigarette, le cannabis, l'alcool, le sexe, le jeu, tout ça. Il y a vraiment une prédisposition aux addictions. Et ben, lui, vous êtes obligé d'être beaucoup plus présent derrière cet enfant-là par rapport aux autres. Moi, je n'ai pas eu besoin de mettre en place des règles. Par exemple, le soir, je n'ai pas eu besoin de leur demander de me donner leur portable à mes filles parce que l'on gérait toute seule. Mes garçons, j'étais obligée de le faire. J'avais une boîte à portable qui était mise en bas dans la pièce de vie. Autant mon petit, mon dernier, l'amenait de lui-même. Lui, il avait le droit jusqu'à 21h. Il l'amenait de lui-même et il me le donnait. Ça, c'était quand il rentrait au lycée, c'était 21h. Il me le donnait et je le mettais dans la boîte. Autant mon grand, j'ai été obligée d'être toujours derrière, ne jamais céder pour qu'il le garde. C'est celui-là qui a un TDAH, parce que pour lui, dès qu'il commençait quelque chose, il ne voyait absolument pas le temps défiler. Il aurait pu passer des heures sur ses écrans sans s'en rendre compte. Donc là, je ne l'ai pas laissé, on va dire, avoir cette possibilité d'avoir le portable avec lui pendant très longtemps, hein. Donc vraiment s'adapter aussi à l'enfant que vous avez en face de vous. Donc ça, c'est une chose. Une fois que vous avez voilà, décidé tout ça, vous allez pouvoir passer à l'action. Alors, je vais vous donner quelques petites idées pour vous, voilà, des petites astuces, des petites pistes de réflexion tout simplement pour vos règles, hein. J'allais dire, première chose, bannissez les écrans le matin, quel que soit l'âge. Pourquoi? Parce que moi, je travaille beaucoup avec des instits. Elles savent en maternelle quel enfant a regardé la télé le matin ou pas. Elles arrivent à se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de concentration de ces enfants-là. Ils ont beaucoup plus de mal à se concentrer quand ils arrivent à l'école. On enlève les écrans le matin. On renoue avec des repas familiaux traditionnels. Plateau repas devant la télé, tous les soirs, on oublie. Moi, j'ai eu des familles qui faisaient ça à table basse, plateau repas devant la télé, plateau repas devant Netflix, et pas toujours en plus avec des films ou des séries qui sont adaptés à l'âge des enfants. On évite les écrans le soir, 1 heure avant le coucher. Pourquoi? Lumière bleue. Ça, en fait, ça empêche la production de mélatonine, donc ça empêche justement l'endormissement. Donc 1 heure avant, on arrête les écrans. Et d'autant plus si vous avez un enfant TDAH, parce qu'ils sont encore plus sensibles à ça. On place les écrans de la maison dans des endroits stratégiques. Avoir un endroit, une pièce où on utilise les écrans, c'est plutôt intéressant. Pas permettre à l'enfant de l'avoir dans les chambres, par exemple. Là encore, on va pouvoir mettre la PlayStation ou la Xbox qu'on veut dans une pièce de vie. On aura un regard dessus, tout simplement. On contrôle systématiquement les contenus visionnés. En tout cas, de temps en temps ou le plus possible. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est dangereux. C'est le contenu de ce que regarde votre enfant qui est dangereux. Vraiment. On se rend que vous vous rendez compte qu'un enfant sur 10 a déjà vu de la pornographie. C'est énorme. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre un contrôle parental sur le téléphone de votre enfant. Mais les petits copains, ils n'ont peut-être pas de contrôle parental dessus. Et c'est pour ça qu'il va falloir systématiquement, je dis bien systématiquement, ouvrir la communication sur différentes thématiques et il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou. Pourquoi? Parce qu'il va falloir déconstruire tout ce qu'ils voient à un moment donné. Simplement leur dire que ça, c'est pas réalité. La pornographie, c'est pas la réalité. Mais un enfant sur 2 à 10 ans, c'est juste énorme, hein. C'est effarant quand on y réfléchit. Donc les contenus visionnés, j'ai mis proposer un accompagnement constructif, c'est-à-dire vraiment être là pour répondre à toutes les questions. Ne pas avoir peur des questions, des sujets tabous, vraiment en discuter. Moi, j'ai accompagné aussi des familles avec des jeunes filles qui avaient fait des nudes à l'âge de 13-14 ans parce qu'elles avaient rencontré un petit copain sur internet et pour se faire aimer, hein, là encore, c'est le déficit de confiance en soi, elles avaient accepté de faire des nudes. Alors vous pensez bien qu'après ça a été mis surtout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, les gamines ne voulaient plus aller à l'école, on arrivait de la phobie, enfin bref, tout ce qui va avec. Donc attention à ça. On ne peut pas mettre un portable dans les mains d'un enfant sans l'éduquer avant. Ça, vraiment, c'est hyper important. Et de la même façon, quand vous allez permettre votre enfant d'avoir accès, mettez un cadre. Moi,
Je vais vous dire honnêtement, mon petit dernier qui a 16 ans, parce que ça va faire une quinzaine d'années que je connais toutes ces techniques-là, il a 16 ans, il n'a jamais été puni de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est une punition. Pourquoi? Parce que j'avais tous les outils pour justement arriver à mettre en place tout ça sans avoir besoin de punition. Ce qui n'est pas le cas de mon fils qui a un TDAH ou de ma fille aînée, par exemple, parce que je ne maîtrisais pas encore tout ça. Ce qui est certain, c'est que la seule fois où j'ai mis vraiment une conséquence très forte et non négociable, c'était l'utilisation des réseaux sociaux. Vraiment. Quand je vous disais tout à l'heure, quand je leur ai permis d'avoir les réseaux sociaux, c'était attention. J'entends parler d'un seul commentaire haineux, injurieux, homophobe, bref, tout ce qu'il y a avec, c'est 6 mois sans réseaux sociaux. 6 mois. Et ça, ce sera non négociable. Moi, j'aime beaucoup ces mots, non négociable. C'est-à-dire que là, ça démontre à l'enfant que là, il va trop loin. Si jamais il va jusque-là, là, la sanction, elle est vraiment présente. Pourquoi? Parce que ça touche au respect. Ça touche à l'intégrité des personnes qui est autour. Et le fait de définir vos valeurs, en fait, vous permet de poser des règles qui sont non négociables, tout simplement. D'accord? Un autre petit conseil, c'est éteignez les écrans après usage. Vous regardez un film à télé, éteignez les écrans. Pourquoi? Parce que justement, là, ça va vous permettre de montrer à l'enfant que c'est le contenu qui est intéressant et que ce n'est pas l'écran en lui-même. C'est-à-dire, vous vous êtes servi de quelque chose. Vous avez été acteur dans l'utilisation de quelque chose. Vous avez été actif et non passif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Et puis, réfléchissez en amont aussi aux dates charnières où vous allez pouvoir justement proposer à l'enfant quand il aura un portable, quand il aura les réseaux sociaux, quand il pourra, moi je ne sais pas, avoir un compte Snapchat, TikTok et tout ce qui va avec. Anticiper vraiment tout ça. Donc ça, c'est des petites astuces que je peux vous donner. Donc vraiment avec tout ça, vous avez, parce qu'on arrive au bout, hein, c'est ce que je vois de cette conférence, vous allez avoir vraiment différentes choses pour passer à l'action. Donc maintenant, bah, c'est à vous de jouer, hein, à vous de jouer pour passer à l'action. N'oubliez pas, hein, 3 maîtres mots, cohérence, constance, persévérance pour pouvoir justement être actif dans tout ça. Merci beaucoup Emmanuel.